Bonjour à tous et direction les mondiaux de biathlon. C'est bien de ski de fond et de tir dont nous allons parler aujourd'hui, à quelques jours des championnats du monde, au cours desquels les Français joueront une partie de leur saison et tenteront de bien figurer parmi les autres nations. Pour cela, il faudra compter sur une délégation féminine qui est impressionnante de régularité depuis le début de la saison, et puis sur des hommes qui, eux, tenteront de venir déjouer les plans des frères Beu qui disputeront leurs derniers mondiaux. Pour parler de tout ça, j'ai à mes côtés Sébastien Jante et Lucas Le Sueur, que vous connaissez très bien désormais. Salut les gars. Salut Victor, salut tout le monde. Salut Victor. On a également avec nous Sophie Clapier, passionnée de sport et puis qui était déjà avec nous lors du podcast des Jeux Olympiques. Salut Sophie, comment tu vas? Salut Victor, ça va, merci, je suis ravie de vous retrouver. Eh ben, nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous pour ces prochaines dizaines de minutes qu'on consacrera évidemment intégralement à ces mondiaux. Et puis, pour vous dire un mot sur le programme de l'émission, on parlera évidemment des chances françaises qui vont occuper finalement la majeure partie de notre numéro. On passera en revue par conséquent les atouts de la délégation bleue. Et puis, on va se livrer un petit peu au jeu des pronostics sur les différentes nations. On va faire le point sur les noms à suivre et puis sur les potentielles surprises. Je sais qu'on a tous un ou deux noms qu'on voudrait mettre en avant, donc ça va être l'occasion d'en parler. Si on commence dès maintenant sur les chances françaises, moi la première question qui me vient, c'est au niveau de la saison de Justine Brezas-Boucher. On la connaît, on l'a connue en tout cas très très performante et c'est vrai que là, cette saison, on la sent un petit peu en dedans. Donc moi, je voulais vous demander que vous inspire sa saison et puis qu'est-ce que vous envisagez pour ces mondiaux et peut-être aussi pour l'issue de ces mondiaux parce qu'on se pose la question de savoir si elle continuera à l'issue des mondiaux, que ce soit la saison ou même sa carrière. Je vais laisser la parole pour commencer à Sophie. Et puis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour elle. Après, je pense que c'est principalement derrière la carabine que ça pêche. Enfin, soit sur les skis, elle est toujours aussi rapide. Donc, à voir, les mondiaux, c'est les courses d'un jour. Donc, sachant que ça compte pas pour le général, est-ce que si jamais derrière la carabine, elle arrive à retrouver la régularité, à voir si elle peut faire quelque chose, quoi. Ouais, sur le tir, ces stats, elles sont assez impressionnantes dans le sens où l'année dernière, elle tournait à 82%. Elle est là à 75%, donc elle a perdu 7 points en une intersaison. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu déréglé. Lucas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? C'est vrai que sa saison, ça tourne un peu à une très mauvaise saison quand même. Hem, Elle a retrouvé des statistiques de tir, qui étaient celles de il y a 4 5 saisons où elle avait du mal justement à gérer ce tir-là. Et c'est vrai qu'avec les retraites, qu'on connaît cette saison dont tu vas parler après, on se demande ce qu'elle va faire, quoi. Est-ce qu'elle va rempiler sur une année, olympique? On sait qu'elle avait fait part des difficultés qu'elle rencontrait de plus en plus à être loin de sa fille notamment. Franchement, on se questionne et ouais, ça fait un peu de peine de la voir, galérer comme ça. Même en interview, on sent que ça commence vraiment à la toucher donc c'est un peu compliqué à juger et à savoir ce qu'elle va faire mais c'est pas très positif en tout cas avant les mondiaux. Maintenant, les mondiaux, c'est quand même une semaine à part dans une saison. Euh, est-ce que vous la voyez capable, justement, peut-être pour ce dernier gros objectif de la saison, de se livrer au maximum et puis de monter sur un ou deux podiums? Alors, en équipe, d'accord, mais là, je parle en individuel. Seb? Bon, en équipe, bien évidemment, ça reste un pilier du relais français qui a été sacré l'an dernier. En individuel, ça va quand même être très compliqué. On sent quand même une baisse de performance au niveau du tir qui est quand même rédhibitoire pour jouer quelque chose au niveau des mondiaux. Moi, je dirais que tout va être conditionné par son entrée en piste sur le sprint. Je pense pas que il sera aligné d'entrée sur un relais mixte, ça m'étonnerait. Je pense que le sprint, la première épreuve individuelle, va tout déterminer son parcours sur les mondiaux parce que un sprint forcément à deux tirs, peut-être
mieux pour elle de se lancer là-dessus et réaliser une bonne performance. Pas forcément un podium, mais une bonne performance. Et derrière, d'avoir un peu de jus et un peu de motivation pour le reste des épreuves. C'est vrai que le sprint, il y a un sacré enjeu parce que mine de rien, on a l'impression qu'elle connaît une saison qui est très délicate. C'est le cas au tir, on l'a dit, mais sur le ski, derrière enfin sur son temps de ski, elle est la 3e skieuse du peloton. C'est quand même pas anodin. Il y a juste, Lampik devant elle et Elvira Heuberg. Donc on se dit que sur un sprint à 10 tirs, bah, écoutez, si ça fait 10, elle sera pas loin du but, hein. Maintenant, il faut faire 10 et c'est peut-être le plus compliqué. Si on regarde un peu les autres Françaises, est-ce que, vous croyez également à un retour au sommet de Julia Simon? On sait qu'elle performe sur les mondiaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble jouable? Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment Lou Jean Monod la meilleure carte? Sophie? Ah oui, je pense que c'est Lou qui est favorite des Bleus. Après, ouais, les mondiaux, ça lui réussit en général à Julia Simon, mais c'est pareil, il faudra qu'elle aussi, derrière la carabine, elle fasse le travail, quoi. Ouais, Lucas, toi, tu es d'accord avec les propos de Sophie ou au contraire, tu émets une réserve? Non, non, je la rejoins. Après, je trouve que là, sur l'étape d'Antols, elle a remontré un visage, comme on la connaît, très, très à l'attaque, très conquérante. Et au micro, elle semblait se retrouver en interview. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa poursuite, où quand même elle vient chercher le 20 sur 20, alors qu'elle, justement, avait du mal à gérer son tir depuis le début de saison. Donc, en tout cas, les dernières courses sont plutôt positives, en tout cas à Antols. Donc, je la sens sur une bonne lancée. Moi, j'ai très, très, très envie de la voir briller. Après, si on compare avec la saison dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu les résultats des Bleus, mais Lou Jean Monod, elle avait eu des périodes également. Donc là, si toi tu sens que Julia Simon, elle commence, en tout cas elle entre dans, est-ce qu'on pourrait appeler ça un pic de forme? Je ne sais pas, mais qu'elle entre dans une phase très positive, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Seb, si je reprends la deuxième question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que pour toi, Lou Jean Monod, ça reste la meilleure carte? C'est un statut qui est mérité au vu de sa saison et au vu surtout de la régularité parce que il y a eu beaucoup de bons résultats, très peu de sorties de top 10. Et donc oui, c'est la meilleure carte indiscutablement de l'équipe de France féminine. Pour appuyer tes dires, au niveau de l'individuel, je voulais préciser quand même que Lou Jean Monod, c'est le 4e temps de ski et puis surtout, c'est 90 de réussite au tir. Donc sur une épreuve où il y a pas de tour de pénalité, mais une faute, coûte 1 minute, c'est vrai que, bah, elle sera largement favorite, puis elle l'a montré plus tôt dans la saison. Ça me permet également de dire un mot sur Jeanne Richard, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, Jeanne Richard. Mais en préparant le numéro, je suis allé un peu regarder les stats au tir, et c'est la 3e meilleure tireuse, avec 93% de réussite. Mais, on pourrait même dire que c'est la première, parce que finalement, les deux qui la devancent, j'ai plus les noms, mais elles n'ont tiré que 30 balles cette saison. Donc, en vrai, 30 balles, c'est un peu. Enfin, c'est pas révélateur, parce que face à elle, Jeanne Richard en a tiré 254. Donc on a une jeune Française qu'on a vue débuter la saison dernière, qui va aborder ces mondiaux peut-être avec quelque chose à aller chercher. Je pense à la masse start, éventuellement peut-être l'individuel. Est-ce que c'est une candidate crédible à un podium pour vous, Luca? Ah oui, clairement, clairement. Et puis depuis elle tournait autour du podium depuis le début de saison, depuis qu'elle a fait son podium, enfin, ça fait d'elle encore plus une candidate au podium sur les tirs. Enfin, c'est fabuleux ce qu'elle fait, encore plus sur le tir couché. Si je dis pas de bêtises, elle rate qu'une seule balle, en tir couché depuis le début de la saison, ou 2. Ouais, je crois que c'est 2. Enfin, les stats, elles sont incroyables. Elle est clairement parmi les meilleures là, au général, elle est 5e, donc évidemment que c'est une candidate au podium, ça fait aucun doute. Toi, Sophie, tu la verrais briller sur quelle discipline particulièrement? Enfin, sur quelle distance? Quelle épreuve? Bah, c'est pareil, comme c'est elle, c'est un peu le ski qui lui manque, hein,
on va dire que par rapport aux autres Françaises, elle est un peu en dedans. C'est pareil, c'est quelque chose comme l'individuel qu'il lui faudrait. Donc après avoir, faut pas qu'elle se fasse prendre par l'enjeu des mondiaux, justement, essayer de mettre à part cet événement, et puis normalement ça devrait bien se passer. Bah, c'est ce qu'on peut lui souhaiter en tout cas. Seb, je te laisse, rajouter quelque chose sur les autres Françaises qui seront au départ en tout cas, dans la délégation? On a quand même une délégation qui est comment dire, qui est sacrément étoffée, quoi, on va dire. Là, on a parlé de Lou Jean Monod, Julia Simon, Justine Breza, Jeanne Richard. Il nous reste Océane Michalon qui sera en embuscade, quoi, on va dire, pour une éventuelle grosse perf. Elle aussi, comme Jeanne Richard, tourne autour. Contrairement à Jeanne Richard, elle n'a pas eu la chance de concrétiser cette saison. Donc ce sera vraiment un outsider et ça prouve la densité. Maintenant, comme vous savez, il reste une place qui n'a pas encore été déterminée, qui est en train de se jouer actuellement sur l'IBU Cup entre Paula Beauté, Gilles Guigona et Sophie Chauveau. La lutte va être intense, mais ça dépend qui va être prise. On sait que Paula Beauté a gagné en Coupe du Monde, ce qui est énorme. Donc forcément, si c'est elle qui est sélectionnée, si elle arrive sur le sprint, ça mettra quand même un petit coup de pression aux adversaires par rapport à ça. Maintenant, c'est pas certain que ce soit elle encore, même si c'est la favorite pour cela. En termes d'individuel, je pense, d'épreuves, à chaque épreuve, les 6 Françaises qui seront là viseront le top 15 au minimum. Et sur un coup de dé, ça peut faire pleuvoir les médailles. Tu as une idée? Est-ce que tu as des informations sur la manière dont sera pourvue la dernière place? Est-ce que ça va se jouer vraiment sur, une épreuve, en tout cas sur, une étape? Ou est-ce que, vont rentrer en compte, les résultats précédents en coupe du monde et en IBU Cup? Alors, de ce qui a été annoncé, c'est que les 3 candidates donc à ce sésame, Paula Beauté, Gilles Guigona et Sophie Chauveau, allaient être mises en concurrence sur l'étape d'IBU Cup qui a commencé aujourd'hui à Valridana par le sprint. Il y aura une poursuite vendredi et une mass start samedi. Pour l'instant, tout le monde a signé des bons résultats dans l'absolu, puisque Paula Beauté a fait 2e du sprint, Voldia Galmas Paulin, une autre française. Sophie Chauveau a fait 5e, Gilles Guigona a fait 6e. Maintenant, ça n'a pas été exprimé clairement que la sélection se ferait en termes de résultats purs, d'addition de résultats ou d'addition de podium. Il a été expliqué, on jugera sur cette étape-là, on les mettra en confrontation et on verra à la fin. Mais il n'y a pas de véritable critères de sélection qui ont été annoncés pour justifier la sélection d'une par rapport à une autre. Je pense que le staff connaît tout le monde, c'est se donner un petit peu de mou pour avoir les filles sous pression et savoir qui performe le mieux sous pression, et donc qui sera plus efficace aux mondiaux sous pression, c'est logique. OK, je te remercie. On va la scruter quoi qu'il arrive cette étape, parce que étant donné là où elle est placée dans le calendrier, effectivement, il y a cet enjeu-là. Puis c'est l'occasion également de dire un mot sur la saison magnifique des Françaises en IBU Cup. C'est totalement sensationnel. Avec un petit bémol tout de même. Le petit bémol, c'est les championnats d'Europe où on aurait pu s'attendre à de meilleurs résultats compte tenu des résultats qu'elles ont obtenus jusque-là. On espère que ce ne sera pas la même tendance au championnat du monde parce que on dénombre déjà pas mal de victoires côté française en Coupe du Monde. Et on espère que cette dynamique se poursuivra aux mondiaux. Maintenant, on n'est pas à l'abri puisque voilà, on est sur une compétition qui dure une dizaine de jours, 2 semaines à peu près. On verra aussi comment vont arriver les autres nations. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces points d'interrogation. C'est que on joue une partie de la saison sur une semaine, 2 semaines. Et c'est peut-être le côté un petit peu cruel, mais c'est le jeu aussi. Je pense qu'on a fait le tour sur les femmes. On y reviendra peut-être en fin d'émission. Si on parle désormais des messieurs,
Bah, je saurais pas vous dire comme ça qui est la meilleure carte parce qu'il y a plusieurs noms qui ressortent et donc j'en appelle à vous. J'ai noté dans mes petites fiches que Éric Perrault cette année, effectivement, enfin, on va pas se mentir, il a passé un cap et il est sixième meilleur tireur du peloton avec 91% de réussite sur le tir. Est-ce que pour vous, c'est finalement la meilleure carte? Parce que c'est peut-être le nom qui est le moins connu du grand public, mais les résultats, il est en train vraiment de rentrer dans une autre dimension. Lucas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Éric Perrault? Je pense que c'est, oui, la meilleure carte, à moindre mesure que Luge en mono chez les femmes, mais tout de même la meilleure carte parce que plus régulier. Hem, Après c'est aussi l'un des plus jeunes, donc à voir comment il va supporter cette «pression» entre guillemets du plus attendu, même si en vrai le niveau global chez les hommes est quand même assez beaucoup plus homogène que chez les femmes. Donc à voir. Mouais, je pense aussi que Quentin Fillon-Maillet sera une belle cartouche. Mais ça restera Éric Perrault parce que plus régulier, la meilleure carte. Et Quentin Fillon-Maillet, faut pas l'oublier. C'est vrai qu'au tir, c'est un peu plus délicat parce qu'il est à 82%. Il était à 84 l'année dernière, à 86 il y a 2 ans et à 89 il y a 3 ans. Donc on a un peu cette dynamique que connaît Justine Brezaz, mais dans une moindre mesure parce que la baisse du taux de réussite, elle est moindre. Mais il est tout de même le cinquième plus rapide du circuit. Derrière Martin Ponsiloma, Johannes Beu et Sébastien Samuelsson et Jérémy Finello également. Donc s'il tire à 10, il est redoutable. Et même s'il tire à 19 ou à 20 sur une épreuve comme la masse ou la poursuite, en fonction de là où il part, il faudra compter sur lui. Est-ce que c'est un peu ton avis également, Sophie, sur Éric Perrault, sur Quentin Fillon-Maillet? Bah, moi, j'aurais peut-être tendance à le mettre un peu devant Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, parce que bah, l'année dernière, ça lui avait redonné un peu de couleur après un début de saison compliqué. Donc, c'est une compétition qu'il affectionne bien aussi, donc et qui lui réussit. Donc, son début de saison, il est bien, hein, il n'y a rien à dire. Donc, je ne mettrais pas Éric Perrault grand favori des Bleus. Est-ce que ce constat, tu le fais aussi parce que, en termes d'expérience, Éric Perrault a moins de championnats du monde dans les jambes et donc peut-être moins cette, habitude de gagner bien sûr, mais surtout de gagner sur un tel événement? Alors non, pas spécialement parce que je pense que ouais, je pense qu'Éric Perrault, il est quand même, très mature. Donc je le mettrais pas spécialement sur, l'expérience, mais plus sur la régularité, la globalité de ses résultats, quoi. OK, OK, très bien. Disons un mot également d'Emilien Jacquelin. Qu'est-ce que tu en penses toi, Seb, des gages de réussite d'Emilien Jacquelin sur ces mondiaux? C'est vrai que par le passé, heu on a connu plusieurs Émilien Jacquelin, si on veut. Là, on a l'impression qu'on le retrouve un petit peu cette saison. Est-ce que tu en fais un candidat crédible? Là encore, c'est la même question que j'avais posée pour Julia Simon de mémoire, ou quelqu'un d'autre. Est-ce que tu en fais un candidat crédible pour un podium, 2 podiums ou plus, avec les relais? Même question, même réponse. Tout comme d'ailleurs, ça s'applique aussi pour Quentin Fillon-Maillet, mais c'est vrai pour Emilien Jacquelin. C'est des gens qui ont vraiment un niveau sur ces compétitions-là qui leur permet d'espérer tout et n'importe quoi. À partir du moment où Emilien Jacquelin est double champion du monde, sur deux en plus des éditions différentes. Donc, il a prouvé que sur ces épreuves-là, il savait comment rebondir. Et on a beaucoup parlé de sa saison qui, parfois, on avait l'impression qu'il n'était peut-être pas à son potentiel maximum, qu'il a loupé des choses. Il est quand même 4e du général, hein, donc ça reste une énorme saison pour lui, comparativement à ce qui a pu se passer les saisons dernières. Maintenant, oui, lui et Quentin Fillon-Maillet peuvent viser une médaille sans l'ombre d'un doute, plutôt sur la poursuite, sur la Mastart, je pense, sur les courses en confrontation, que sur l'individuel, par exemple, mais ça reste très très costaud d'avoir ces deux-là
pour encadrer un Eric Perrault, justement, qui a moins d'expérience, comme on l'a dit, sur les championnats du monde, et qui va peut-être pouvoir bénéficier de cet apport-là, on va dire. OK, donc si je résume bien, on a 2 cadres, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, qui vont essayer de tirer vers le haut Éric Perrault. Maintenant, il y a un nom qu'on n'a pas cité encore. Lucas, je vais peut-être te laisser en dire un mot, c'est Fabien Claude. Fabien Claude, c'est un peu un en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre avec Fabien Claude, c'est un peu mon impression. Qu'est-ce que toi comment tu analyserais sa saison jusque-là? Et puis, quel crédit tu donnerais à ses chances, aux mondiaux? Bah, pour ce qui est de sa saison, je dirais qu'enfin on le revoit aux avant-postes. Ça fait plusieurs saisons que genre, à chaque fois avant le début de la saison, je l'encense parce que je sentais que ça venait et que ça allait enfin perfer. Et pourtant, à chaque année, il manquait une balle à chaque course. Et là, il refait enfin des podiums, on le revoit enfin. Mais il manque toujours cette régularité quand même. Il y a toujours un tir, mais sur les courses à 4 tirs notamment, il y a toujours un passage sur le pas de tir qui va enfin, plomber sa course. C'est ce qui est dommage avec Fabien, mais il est quand même, on le sent quand même mieux cette saison. Et se voir remonter sur le podium, ça a aussi dû lui refaire du bien. Que son frère aussi soit là et reste en Coupe du Monde, ça doit lui faire du bien. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui lui font du bien et qui doivent être positives pour lui à l'approche des mondiaux. Donc, je le vois faire une médaille sur une poursuite, je pense. J'aimerais bien en tout cas. Et donc tu le vois faire une médaille sur une poursuite, ça veut dire il serait déjà au contact pour le sprint. On verra ce qu'il en est. Tu fais bien aussi de dire un mot de son frère Émilien Claude. C'est vrai qu'on le voit régulièrement en Coupe du monde, cette année. Lui aussi, il est rentré dans une autre dimension. Si les résultats sont pas encore au top niveau mondial, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Maintenant, la question que je voulais vous poser également, c'était quelle était l'épreuve qui pour vous représente la plus belle opportunité pour les Bleus? Parce que, ben, on le dira tout à l'heure, on parlera des Norvégiens, mais finalement, les Norvégiens, sur les derniers mondiaux, cannibalisent les podiums. Il y a peu de place pour le reste. Je vous donnerai une stat tout à l'heure qui est assez édifiante. C'est pour ça que je vous demande quelle est la meilleure chance, la meilleure épreuve en tout cas pour voir les Bleus performer. Est-ce que vous estimez que c'est plus sur une mass start avec un départ groupé, sur un individuel qui est une course très longue, sur un sprint où on n'a que 2 passages au tir? Je parle pas de la poursuite parce que la poursuite forcément ça dépend du résultat du sprint. Quel est ton avis toi là-dessus, Sophie? C'est compliqué, hein, parce que quand on voit l'Armada en face, difficile de piquer là-dedans. Ouais, peut-être ouais, les formats à confrontation directe pardon, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault. Mais ouais, sprint, mass start, quelque chose comme ça. Seb, un avis ou est-ce que tu rejoins Sophie? Oh, pour moi, indiscutablement, la Mastart. C'est clair et net. Ces courses en confrontation-là, les Fillon-Maillet, les Jacquelin adorent ça, on l'a vu et revu. Alors, comme tu dis, pour la poursuite, ça dépendra du résultat du sprint, c'est sûr. On ne peut pas se projeter sur ça vraiment, surtout si quelqu'un passe à côté de son sprint. Mais en tout cas, sur la Mastart, le seul inconvénient, j'ai envie de dire, de dire la réponse, leur meilleure chance sur la Mastart, ça voudrait dire que le dernier jour des mondiaux, aucun bleu n'a pris une médaille en individuel jusque-là. Donc ça reste un peu compliqué avec la pression. Néanmoins, l'an dernier, c'est exactement ce qui s'est passé et ça n'a pas empêché Quentin Fillon-Maillet d'aller chercher le bronze sur la Mastart le dernier jour. Ouais, bien sûr, on espère qu'il y aura des médailles avant. Après, je dis la meilleure chance, mais sur le papier, bien sûr. C'est vrai que la Mastart, elle a cet avantage du fait qu'on puisse faire des fautes au départ, puisque bah, souvent le premier tour est assez lent
et on ressort au contact du peloton à 15 secondes et c'est facile en tout cas c'est facile, ça dépend évidemment le scénario de course, mais c'est envisageable de rentrer sur un deuxième tour. Donc il y a ce petit joker sur la Mastart qui peut bien convenir à des gars comme Quentin Fillon-Maillet qui sur le tir est un peu moins en réussite cette année. Et c'est vrai que moi je vous rejoins totalement sur ce format-là. Et puis comme tu le dis Seb, j'espère quand même ne pas avoir à attendre la Mastart pour voir des bleus performer en individuel. Si on évoque un petit peu les relais c'est assez paradoxal. En fait, ce qu'on vit cette saison, c'est qu'on a des relais masculins qui sont très très performants, alors que individuellement, les courses tournent souvent à l'avantage des Norvégiens, alors que chez les femmes, les Françaises sont au-dessus, semblent au-dessus, en tout cas en individuel, mais par contre, elles tournent toujours autour de la victoire en relais. Je crois qu'il y a 3 podiums, si je dis pas de bêtises, c'est 2 médailles d'argent et une médaille de bronze en Coupe du Monde cette année, mais toujours pas de victoire. Donc est-ce que vous voyez enfin le relais féminin triompher aux mondiaux? Est-ce que également vous voyez le relais masculin confirmé derrière l'armada norvégienne dont parlait Sophie? Lucas, je te laisse commencer. Ouais, c'est vrai que c'est drôle cette situation, mais honnêtement, j'arrive pas à l'expliquer. De toute façon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, quand on lance notre relais, on sait qu'il est pas quasiment médaillé à chaque coup, mais en tout cas, on fait partie des 3 meilleures nations et on sait qu'à chaque fois, le podium, c'est quasiment assuré. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les filles ne viennent pas gagner cette saison alors qu'elles surdominent en individuel. Enfin, en tout cas, elles sont très très dominantes. En tout cas, c'est sûr qu'elles joueront l'or aux mondiaux et que si elles ne sont pas sur le podium minimum, ce serait une grosse déception. Et après, à voir. Encore une fois, c'est sur une course d'un jour. C'est toujours différent de la Coupe du Monde parce qu'il y a un enjeu supplémentaire. À voir. Donc, en tout cas, on a envie de les voir briller, mais c'est vrai que cette situation, elle est dure à comprendre. Ouais, et puis il y a un truc aussi, je crois que c'était sur le dernier relais féminin. On parlait tout à l'heure de la saison de Justine Brezaz et Julia Simon. Bah, finalement, c'est elle qui avait sauvé le relais avec l'expérience. Les deux plus jeunes, c'était Paula Beauté et Océane Michelon qui étaient engagés de mémoire avait mal débuté. On avait été, après le premier tour, un temps 19e sur 20. Et puis finalement, Julia et Justine avaient fait parler l'expérience pour recoller. Donc il y a un peu ce côté paradoxal du relais, c'est-à-dire que la forme générale sur la saison, le temps d'une course en collectif, tout est remis à zéro. On verra ce que ça donne. Mais j'ai peut-être une dernière question sur les relais à vous poser. Tu l'as très bien dit, Lucas, c'était qu'à chaque départ de relais, on était parmi les favoris. La question que je vous pose, c'est est-ce que il faut s'attendre à 4 médailles en 4 courses, donc relais hommes, relais femmes et les 2 relais mixtes, ou est-ce que si on n'a pas 4 médailles en 4 courses, ce serait un échec, Seb? Oui, ce sera un échec, bien sûr, totalement. Surtout quand on connaît le bilan qu'on a eu sur les relais l'an dernier aux mondiaux, c'est-à-dire 3 titres et une médaille de bronze. Donc un bilan fantasmagorique, clairement. Maintenant, c'est aussi une histoire de dynamique, c'est aussi une histoire d'enchaînement. Tous nos relais vont démarrer pour être médaillables, voire pour être titrés. L'an dernier, le relais féminin a été titré parce qu'il a su surfer sur la vague des performances exceptionnelles en termes de individuels, sur les courses individuelles qu'il y a eu. Alors que le relais français masculin était au cœur d'une plus mauvaise saison et donc n'avait pas cette dynamique-là. Maintenant, ce qui s'est rajouté pour les femmes, c'est la pression d'être 5 Françaises dans les 9 meilleures de la Coupe du Monde et donc d'être obligées de gagner. Le relais mixte qui débutera le programme va avoir beaucoup d'incidence. Il en a eu l'an dernier parce qu'on a lancé la compétition avec les médailles d'or et on sait très bien que les histoires de dynamique dans les championnats du monde, c'est super important. Maintenant, pour répondre à ta question de base, oui, s'il n'y a pas une médaille par relais, ce sera un échec pur et simple. Est-ce que tu peux me confirmer ce que tu viens de dire? J'ai pas le programme sous les yeux, mais c'est le relais mixte qui lance les mondiaux ou c'est le relais mixte simple? C'est le relais mixte qui lance les mondiaux. D'entrée de jeu avant les sprints et le relais mixte simple sera placé entre l'individuel et les relais, puis la Mastart qui conclut le samedi et dimanche.
Ouais, c'est assez étonnant, il me semble, j'ai pas le souvenir, je crois pas que c'était le cas l'an dernier, mais c'est bon à savoir. Pour dire un mot sur ces relais mixtes, Sophie, si on parle du relais mixte simple, bon, bah, j'imagine qu'en écoutant ce que tu as dit tout à l'heure, toi, ta compo privilégiée, ce serait, j'imagine, Quentin Fillon-Maillet et puis, Lou Jean Monod. Sur le relais mixte à 2 hommes et 2 femmes, tu mettrais qui, toi? Alors, faut voir parce que alors l'année dernière, Quentin Fillon-Maillet, il avait doublé pas mal, il avait doublé pas mal les relais. Mais donc, est-ce qu'il faut le réaligner si jamais il y performe en début de champion de mondiaux? Sinon, je mettrais forcément Éric Perrault et soit du coup aligné avec Quentin ou avec Emilien. Et puis je mettrais quand même Justine parce que en relais, une balle c'est beaucoup moins grave qu'en individuel, donc je la mettrais quand même dans le relais parce que à ski c'est valeur assurée quoi. Ben, c'est noté. On verra de toute façon très bientôt, si tes talents de coach, sont avérés ou non et puis on sera tous au rendez-vous pour ce relais mixte. Avant de clore cette émission, je voulais dire un mot et un grand mot sur les athlètes qu'il fallait suivre pendant cette édition des championnats du monde. On a beaucoup parlé des Français et on est obligé, je pense, de dire un mot sur le cas de la Norvège, notamment sur les frères Beu, parce qu'on l'a dit, ça allait être leurs derniers mondiaux. Les frères Beu, c'est 12 titres mondiaux en individuel, à eux deux. Bon, alors il faut relativiser parce que sur les 12 il y en a 10 pour Johannes, mais c'est surtout 31 titres avec les relais, donc c'est assez phénoménal. Et puis, depuis 2020, je vous parlais tout à l'heure d'une stat édifiante. Depuis 2020, la Mastart des championnats du monde, Johannes Beu et Sturla Lagrade, chez les hommes, ont remporté 10 des 13 dernières courses individuelles. C'est assez fou, 10 des 13 dernières courses. Il n'y a que Ponsiloma et Emilien Jacquelin en 2021 qui ont réussi à remporter un titre mondial. C'était le sprint pour le Suédois et puis pour Jacquelin, c'était la poursuite. Et puis Sébastien Samuelsson sur la Mastart en 2022. Voilà, donc on a 3 hommes qui ont réussi à déjouer les plans des Norvégiens en 13 courses. Et en fait, je me dis, mais qui d'autre peut les battre à part les 3 noms que j'ai cités là? Je ne sais pas si vous avez un nom en tête, les gars, et Sophie. Moi, il y a un nom qui revient, enfin, parce qu'on le voit beaucoup à l'avant depuis quelques semaines et qu'il est en pleine forme, c'est Tommaso Giacomel. Il fait premier, troisième et troisième sur les 3 dernières courses individuelles. Je ne sais pas si vous auriez mis ce nom-là ou quelqu'un d'autre. Sophie, je te laisse l'honneur. Oui, moi je l'avais noté aussi parce que c'est vrai qu'à Ruhpolding, il fait sa première victoire, euh, pas sur, euh, pas sur une course anodine quand même, la Mastart. Donc, et puis en Tols, il fait 2 podiums aussi, donc il est dans une super forme. Je pense que c'est un des rares qui peut les challenger, ouais. Ouais, donc on est bien d'accord. Lucas, Seb, vous avez un autre nom? Bah, c'est quand même Tommaso Giacomelli, ouais, qui revenait en premier. Après, si faut mettre si on peut placer une très très grosse cote, je vais tenter Vítězslav Horning, le Tchèque, qui, bon, qui est très très bon tireur. Je pense qu'il fait partie des 3 meilleurs tireurs, je pense. Enfin, cette saison, il a un peu diminué ses statistiques de tir. Mais en tout cas, il skie beaucoup plus vite par contre. Mais je l'avais mis dans les athlètes à suivre cette saison et sur un individuel, notamment si ça faute un peu, ça peut être le 20 sur 20 qui vient chercher le podium inespéré. Oui, donc c'est quand même une très grosse cote. J'allais vous demander à la fin vos surprises. Bah, du coup, je te demande aussi, Seb, à part Tommaso Giacomel, est-ce que tu vois un nom capable de venir rivaliser ou battre les Norvégiens? À part Giacomel et puis les 3 que j'ai cités, les Ponsiloma, Samuelsson et Jacquelin. Compliqué, oui, parce que pour moi, sur la grade sera l'homme des championnats, je pense. Si vraiment je devais choisir quelqu'un, c'est le moment de placer. Si c'est le moment de placer la grosse cote, je vais la placer sur Martin Ponsilio. Et c'est vraiment vraiment une grosse cote, quoi. Mais sur une course, pourquoi pas? Parce que je vois peut-être qu'une seule course qui échapperait à la délégation norvégienne en termes de victoire, j'entends.
À Pontiloma, il faudra régler la mire derrière la carabine, mais effectivement, ouais, je te rejoins et c'est assez solide. Johannes Beu, si on dit un mot sur lui, il est plus qu'à un seul titre en individuel en tout cas, de Ole Einar Bjørndalen et Martin Fourcade. Tous les deux ont gagné 11 titres mondiaux. Et puis, au global, il est également à un titre de dépasser Bjørndalen. Donc, ils sont à égalité, 20 titres chacun. Bon, je m'avance pas trop si je dis que c'est l'année où il va battre tous les records et il va dépasser Bjørndalen et Fourcade. Je pense que vous me rejoignez, Lucas. Ouais, ouais, je pense qu'il va aller en chercher au moins un. Et puis, l'annonce de sa retraite, là, ça a dû le libérer d'un poids énorme. Les émotions sont passées, donc là, il va vivre ses mondiaux full plaisir, full attaque. Et je pense que lui et Tarier, là, ils vont être très dangereux. On a dit l'high aussi, ça, sans aucun doute. Mais avec le point en moins qu'ils ont, va falloir s'en méfier parce qu'ils vont avoir sacrément faim. Ouais, c'est vrai que la pression enlevée des épaules, à mon avis, on peut le voir voler sur ces mondiaux. Si on redit un mot sur le relais, mais cette fois-ci, non pas avec le point de vue français, mais avec le point de vue norvégien. Là, tu viens de citer des noms, Lucas, qui sont impressionnants. Le relais norvégien, chez les hommes en tout cas, c'est à part une huitième place en 2017 à Orphilsen, c'est toujours systématiquement premier ou deuxième depuis 2011. Est-ce que là, c'est l'année où finalement ils vont encore s'imposer pour toi, Seb? Ou est-ce que tu penses que la France, bah, elle peut encore une fois déjouer les pronostics, sachant que c'était quand même une belle cote, l'équipe de France, sur les dernières Coupes du Monde? Oh, l'effet de surprise est passé maintenant pour le relais français. Et, le relais français dominateur arrivera avec l'étiquette de favori. Et contrairement à Lucas, je ne pense pas que les frères Beu feront des grands championnats du monde. Attention, hein, j'ai pas dit qu'ils allaient faire 30e de chaque épreuve, mais je les vois moins dans une logique de réelle performance, je pense. Effectivement, il y a un poids qui s'est libéré, mais ils sont vraiment plus j'ai l'impression, dans le plaisir qu'autre chose. Si Johannes réussit à aller gratter un titre pour égaler Ole Dalen et Martin Fourcade, je pense que ça lui suffira, entre guillemets. Et, je vois mal le relais norvégien cette saison, qui a eu quand même des hauts et des bas, se présenter. Je ne suis même pas certain que les deux seront alignés dans le même relais, ou avec l'enchaînement des courses. Est-ce qu'ils vont les aligner aussi sur le relais mixte? Il faudra sélectionner, il faudra choisir. Est-ce qu'ils ont la caisse pour toutes les courses, comme l'avait fait Johannes il y a 2 ans? Ça risque d'être compliqué. Le relais français arrivera favori, et le relais norvégien, je pense, aura quand même un peu de mal à se maintenir, mais j'attends quand même la composition définitive du relais pour trancher. Ouais, c'est marrant, on voit les choses assez différemment. Après, c'est vrai que je vois bien la Norvège faire tourner entre guillemets sur le relais mixte simple et ne pas aligner Johannes Beu. Mais moi, j'aurais bien mis la Norvège avec l'étiquette de favorite sur le relais masculin quand même. Si on dit un mot sur les femmes, Sophie, est-ce que pour toi, les principales rivales des Françaises, ce seront les Allemandes? Et puis si oui, est-ce que tu vois Preuss être au niveau, encore une fois, enfin surfer sur sa très belle saison, ou est-ce que tu miserais davantage sur Céline Grossian, ou une autre d'ailleurs? Non, je vois Preuss continuer comme ça, d'autant plus qu'elle n'aura pas la pression de défendre son dossard jaune. Donc, je pense que ça sera la principale rivale. Si après, côté suédoise, on arrive aussi à se régler un peu au tir, ça peut jouer, mais non, Franziska Preuss, sans conteste. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est son année, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, il y a sur le papier, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un très très beau duel qui s'annonce entre les Françaises et principalement entre Lou Jean Monod et Franziska Preuss. Je trouve que la saison est très, très excitante à suivre là-dessus. Et puis, si on dit encore un mot sur les femmes, moi j'ai noté un nom. N'hésitez pas à me reprendre ou à dire ce que vous en pensez. Je voulais parler de Suvi Minkinen parce que Suvi Minkinen, c'est un peu la belle surprise de cette saison. Avec un podium en début de saison, c'était à la maison sur le sprint de Kontiolahti. Et puis également une victoire surprise sur le relais mixte simple d'Oberhof avec Tero Sepala.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les relais mixtes simples, il y a souvent des belles surprises. Je me rappelle il y a quelques années de l'Estonie qui avait fait deuxième, je crois, sur une Coupe du Monde. Si j'en reviens à Sophie Minkinen, c'est une très bonne tireuse. Elle est à 94% au coucher, 87 au debout, c'est un peu moins bien, mais ça reste très bon. Mais elle est un peu en deçà sur les skis. Maintenant, elle est huitième du général, c'est pas anodin, ça prouve sa régularité. Et puis sur une mass start, avec un gros tir, pour moi, elle peut jouer tout devant. Est-ce que vous aviez aussi coché ce nom-là ou est-ce que vous partiez sur une autre femme euh, en mesure d'être l'une des femmes de ces championnats du monde, Seb? Moi, personnellement, je crois pas trop en Minkinen depuis la 69e place sur le sprint. Le dernier sprint, qui a été quand même un sacré échec pour une tireuse qui a terminé à plus de 2 minutes 30 avec seulement 2 fautes, entre guillemets, donc peut-être qu'elle commence à piocher un petit peu physiquement. Très logique parce qu'elle est à fond depuis le début de saison. Si je devais donner un nom, on va dire, ce sera pas très original parce que ce sera une Norvégienne, mais j'aimerais bien voir Maren Kierkegaard faire de gros mondiaux, qui a fait un joli doublé de deuxième place à Oberhof, qui a peut-être eu un peu plus de mal à confirmer, mais au sein d'une délégation norvégienne sans réel objectif, avec Tendrevold qui revient tout juste et dont on ne sait pas vraiment de quoi elle est capable, et personne vraiment pour prendre la suite. J'espère qu'elle va réussir une petite performance et un petit podium. Avec Kierkegaard, je l'avais également dans mes petits papiers. J'avais un nom aussi qui me semble très prometteur, c'est le nom d'Amy Baserga. C'est une très bonne tireuse et en plus elle est de plus en plus régulière dans les 10. Donc là, en tout cas c'est ma grosse cote. Pour une surprise, j'avais ce nom-là. Lucas, toi ta surprise, je crois que tu l'avais donnée. Je te laisse la redire. Si on parle des dames, j'avais pas donné de nom, mais je savais que tu allais poser la question et j'étais sur la page d'Amy Baserga, donc tu m'as devancé, mais c'est pas grave. Les grands esprits se rencontrent. Et toi Sophie? Je rejoindrais plus Seb aussi avec Kierkegaard, qui est quand même efficace sur le sprint poursuite. Donc pourquoi pas. Après, Baserga elle va évoluer à la maison, donc ça peut jouer. Ouais, c'est marrant, on est tous les quatre raccords sur Kierkegaard et Baserga, donc je pense qu'il faudra vraiment garder un œil dessus. Euh, ça peut faire quelque chose de beau. Bon, on espère quand même que les Françaises finiront devant, évidemment. On arrive déjà au bout de notre épisode spécial biathlon. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que, en tout cas à titre personnel, la hype ne cesse de grandir et donc on vous souhaite de bons mondiaux en notre compagnie sur Dico du Sport et puis sur nos réseaux également. N'hésitez pas à nous faire part aussi, ça nous intéresse de vos retours sur le podcast, sur le format, sur les propositions. En fait, on est preneur s'il y a une compétition que vous souhaitez voir couverte. Et puis, nous, on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro de direction, une nouvelle compétition. On ne sait pas laquelle encore, mais on sera de retour. Salut!